Salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle chronique IMO. Aujourd'hui, un sujet important puisqu'on va parler de la gestion locative à distance en essayant de ne pas perdre en qualité dans sa gestion. Donc c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que c'est comme ça que je procède. Il y a une partie des choses, tu vas voir, où je vais essayer d'extrapoler un petit peu et une autre partie où c'est purement du vécu. Donc on va initier tout ça. Avant de commencer, je tenais à remercier les personnes qui suivent les épisodes assidûment, et vous êtes nombreux. Donc j'ai accès, grâce au logiciel d'upload des épisodes, à des statistiques. Et en gros, vous êtes 88,31% à suivre tous les épisodes de France. Donc les Français sont évidemment sans surprise les grands présents. Et ensuite, c'est les États-Unis, donc peut-être dû au fait qu'il y a énormément d'habitants aux États-Unis et qu'il y a une partie qui sont francophones. Les États-Unis se placent en numéro 2, donc salut les Américains. En numéro 3, et là c'est pareil, j'aurais pensé que vous étiez un peu plus nombreux, c'est dommage, mais peut-être que tout ce que je dis ne s'applique pas en Belgique, mais ce sont les Belges qui arrivent en troisième position, donc big up à vous les Belges. En numéro 4, là on passe vraiment sur des ratios beaucoup plus bas. On a la Grèce qui représente 1,4%. Donc les Grecs, alors étant donné que c'est la période des vacances, soit il y a beaucoup de Grecs qui parlent français, et donc du coup ça représente quand même quelque chose, soit il y a beaucoup de Français qui sont partis en vacances en Grèce, ce qui est aussi très possible. Donc salut à vous si vous écoutez depuis la Grèce. Et juste derrière, on a à ex aequo la Réunion, donc toujours la France, mais la Réunion, et la Suisse. Donc vous êtes à kiff-kiff un peu plus de 2% chacun, de manière égalitaire. Et après, évidemment, il y a d'autres pays, mais je pense que c'est surtout une minorité. Il y a l'Espagne, le Brésil, l'Italie et le Portugal en toute dernière position, en 10e position. Voilà, donc je tenais quand même à vous remercier. Vous êtes très nombreux et je suis content que l'immobilier, ça soit un sujet qui vous passionne autant, tout comme moi. Donc maintenant, retour à l'épisode du jour, où je vais te parler donc de la gestion locative à distance, parce que c'est un petit peu ce que j'ai exercé sur les derniers mois. Avec l'accumulation des biens et donc la multiplication des tâches, je me rends compte que la friction en temps que ça génère, même si tu n'imagines pas gérer ton parc seul et que tu travailles avec une agence ou pas d'ailleurs pour la gestion, je te propose aujourd'hui d'explorer les possibilités que j'ai déjà mises en place ou que j'aimerais tester dans un futur proche. Donc déjà, peut-être qu'il faudrait qu'on définisse ensemble la qualité dans le contexte actuel, dans le sujet. Donc en gros, garder la qualité actuelle, en tout cas la qualité qu'on pourrait avoir en étant en présentiel, ça nécessite de garder toutes les étapes que je vais développer après, toutes les étapes de mise en location et de gestion de la location jusqu'à la fin de la location, que l'on fait déjà en présentiel. Donc conserver toutes les étapes et essayer de les faire de la même manière à distance. Donc évidemment, ça va passer par soit des outils, soit des techniques, mais à mon avis, c'est possible. Aujourd'hui, bon, je vais développer, tu vas voir que, à mon avis, vous êtes nombreux à aussi utiliser cette façon de faire, cette façon d'opérer. Donc en préambule, évidemment, sur la qualité, l'idée, c'est d'être toujours honnête avec son candidat locataire et de pouvoir être aussi réactif qu'en présentiel. À mon avis, aujourd'hui, il y a tous les systèmes qui sont possibles pour rendre cette expérience pour le candidat locataire aussi qualitative qu'en présentiel. C'est mon point de vue, évidemment, si tu ne le partages pas, je serais ravi d'échanger avec toi sur le sujet, mais je vais t'exposer la situation telle que je la vois. Donc effectivement, en préambule, je peux dire que j'ai développé des compétences particulières quand même dans ce sujet-là, grâce à un job que j'ai eu pendant 3 ans dans une real estate. Donc qu'est-ce que c'est qu'une real estate? C'était une start-up. Enfin, c'est une start-up, c'est une boîte qui existe toujours, qui n'est plus une start-up d'ailleurs, c'est une réelle grosse boîte aujourd'hui dans les nouvelles technologies pour l'immobilier. Et donc moi j'ai intégré cette boîte à l'échelle de la start-up, donc vraiment on n'était que quelques-uns. Et aujourd'hui c'est devenu une grosse boîte avec je pense plus de 60 employés. Et donc j'ai pu benchmarker pour le compte de cette start-up une multitude de solutions et observer ce qui a été adopté par les acteurs professionnels. Donc en gros nous nos clients c'était le B2B, donc les agences immobilières notamment, les constructeurs de maisons, voilà, ce genre de choses. Ce qui donne une tendance de ce que les particuliers utilisent indirectement.
Parce qu'en gros, quand on passe par une agence, en fait, on passe par un intermédiaire qui, lui, va prendre des outils ou des prestataires de services, etc., pour le compte du propriétaire. On se rend compte qu'avec le temps, les outils qu'utilise le monde professionnel deviennent accessibles au monde des particuliers. C'est la fameuse histoire du maître laser, tu sais, qui a été inventé pour les professionnels, pour le B2B, mais qui n'était pas rentable à produire. Donc quand les industriels s'en sont rendus compte, ils l'ont rendu plus simple d'utilisation, grâce notamment aux nouvelles technologies, aux batteries lithium-ion, etc. Et ils l'ont vendu à des magasins de bricolage, comme Leroy Merlin, Castorama, Brico Dépôt, etc. Pour ce faire, en fait, ils ont switché du B2B au B2C, donc en se vendant dans les magasins de bricolage. D'ailleurs, si tu es intéressé par les nouvelles technologies dans le monde de l'immobilier, je te conseille un salon qui a lieu tous les ans, porte de Versailles, c'est le salon Rent, maintenant que j'y pense. Donc Rent pour Real Estate and New Technology. Et c'est un salon qui est hyper intéressant, tu vois grosso modo les choses qui sont déjà développées, qui sont déjà présentes chez les professionnels et qui, par effet de ruissellement, vont se retrouver chez les particuliers très bientôt. Ça te permet peut-être d'avoir un petit peu d'avance sur certaines technologies. Bref, en voyant les outils utilisés par les pros, je me suis demandé dans quelle mesure un particulier comme moi pourrait adapter ces outils à son échelle. Quand on parle de gestion, il faut déjà imaginer une frise chronologique qui démarre par la mise en location, les visites, l'édition des documents du dossier de location, bail, diagnostic, justificatifs divers, etc. La signature des documents, donc le process de signature, l'état des lieux d'entrée, la remise des clés, et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. On peut toujours imaginer d'autres documents, d'autres étapes pour faire, si on veut en faire plus, mais en gros c'est ça. Et puis il y a la phase de location avec la gestion dite courante, la gestion des travaux, des besoins quotidiens, des litiges, des surfaces communes, etc. Et puis la fin de location avec l'état des lieux de sortie, la remise des clés et ensuite la restitution de la caution. Donc ça c'est la frise chronologique qu'il faut avoir en tête. Donc en partant du postulat que tu as une mise en location en étant à distance, tu peux, d'après mon expérience, tout gérer. Peut-être il y a un point qui est un peu plus difficile à gérer, mais je vais en parler tout de suite parce que c'est le point numéro un. Mais tu peux tout gérer, sauf ce point à distance. Et encore, j'ai une solution de substitution que je développe maintenant. Donc en gros, le point numéro un, c'est les visites. Donc, un des points pour bien choisir ses locataires, que je dis tout le temps à chaque fois qu'on me pose la question, c'est de suivre son instinct. Donc, donc là, je proposerais de passer par un intermédiaire pour la visite. Si tu ne peux pas le faire toi-même, évidemment. Parce que suivre son instinct quand on ne fait pas faire la visite, suivre son instinct, en gros, c'est euh, voir comment la personne, elle parle. Est-ce qu'elle se comporte bien? Est-ce qu'elle a une bonne posture physique? Est-ce qu'elle n'est pas agressive? Euh, est-ce qu'elle a l'air d'avoir la tête sur les épaules ou est-ce qu'elle a l'air d'être mytho ou ce genre de choses? Donc là, je proposerais de passer par un intermédiaire pour le point numéro un. Donc soit un prestataire, soit une agence. On peut considérer qu'une agence c'est un prestataire, mais moi je divise bien les deux, hein. Une agence qui serait spécialisée dans la gestion locative, ça peut être une façon de faire. Par contre, ça sera plus cher que de prendre un prestataire qu'on peut trouver sur Internet. Il y a des plateformes spécialisées pour ça. Donc voilà. Donc en gros, le prestataire, il fait les visites pour toi, mais pour que ça reste rentable pour toi, c'est toi qui prends les rendez-vous des candidats locataires qui ont déjà un dossier complet. Donc en gros, tu mets ton annonce en ligne sur Le Bon Coin, Se Loger. Se Loger, je le répète, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais Se Loger, c'est gratuit, tu peux mettre tes annonces en ligne en qualité de particulier aussi, hein, c'est pas que pour les professionnels. Et tu peux moi j'ai déjà trouvé des locataires sur Se Loger, très bien, très très bien. Donc voilà, Le Bon Coin, Se Loger, puis tout un tas d'autres sites. Log Service aussi, j'en parle pas souvent, mais Log Service c'est un bon site, donc je te le conseille. Donc tu mets ton annonce et c'est toi qui prends les rendez-vous. Donc il est important de donner les rendez-vous qu'à des gens avec un dossier complet qui correspond à vos attentes. Sinon tout le monde perd son temps, hein, et on n'est pas là pour perdre notre temps, sinon on ne ferait pas ça. Exemple, le prestataire prend entre 50 et 80 euros pour faire des visites de 9h à 13h n'importe quel jour de la semaine ou du week-end. Donc, exemple, un mercredi ou un samedi matin, peu importe. Donc, lui, vous le payez. C'est une prestation. Donc, admettons, je sais pas, 50 euros de 9h à 13h.
en comptant 30 minutes par visite. C'est déjà large, hein. Tu peux lui caler donc 8 rendez-vous, si tu fais toutes les demi-heures. Donc 9h, 9h30, 10h, 10h30. Nanana. Bon. Pour rappel, ils viennent juste pour visiter. Tu as déjà les dossiers complets. Suite à ça, tu fais une sélection à deux facteurs. Le ressenti du prestataire dans un premier temps et ton ressenti à toi dans un second temps. Comment tu fais pour voir les ressentis? Ben, pour ce faire, tu récoltes son avis au prestataire et suivant ce qu'il te dit, tu cales des rendez-vous visio avec les candidats qui ont retenu son attention et ton attention dans le dossier. Donc étape 1, je mets mon annonce en ligne. Étape 2, je récolte les documents pour les dossiers complets. On ne fait pas de visite avec les gens qui n'ont pas de dossier complet. Ensuite, avis du prestataire sur le ressenti, plus visio avec ceux que toi tu as validés dans le dossier et dans l'avis du prestataire. Donc en gros, ça fait 3. Il y a 2 facteurs humains et un facteur administratif qui est le dossier. Donc là, normalement, c'est un super filtre, c'est une façon de faire très simple qui te permet de sélectionner quelqu'un. Parce que si tu as un avis positif du prestataire, plus un dossier complet, plus une confirmation de ressenti au téléphone ou en visio, bah, c'est la bonne personne. Et puis au pire des cas, dis-toi que l'erreur est humaine, même avec le meilleur process. Et puis pour les litiges, si jamais il y a litige, il y a des assurances, il y a Visal, voilà, tu peux prendre, il y a tout un tas de solutions. C'est pas le sujet du jour, mais on pourra développer. Ensuite, il y a la gestion des documents. Donc là, c'est simple. Tu as déjà reçu par mail tous les documents. Donc le dossier, il est complet. Tu peux prendre le bail dans l'appli que je recommande à tout le monde, qui inclut déjà les docs. C'est Rentila, l'application. Très sympa, très bien. Je mettrai le lien en description. Puis tu envoies toujours via l'application en signature électronique à ton locataire. Le système de signature électronique est inclus en fait dans la version payante de Rentila. Peut-être même dans la version gratuite, hein, j'ai pas vérifié, mais en tout cas il y a de la signature électronique. Et si tu veux pas utiliser Rentila parce que tu as déjà ton propre bail au format, je sais pas, papier, PDF, ce que tu veux, bah alors tu peux utiliser d'autres solutions de signature électronique à distance qui vont être du type YouSign, DocuSign, voilà, et tout ce qui finit en sign. Alors par contre, juste attention, j'ouvre une parenthèse par rapport aux signatures électroniques à distance, il faut toujours utiliser une signature avec une reconnaissance à 2 facteurs. Donc il y a plusieurs niveaux de signature, il y en a 3 en fait. Il faut prendre minimum le niveau intermédiaire, donc c'est une signature à 2 facteurs, c'est-à-dire, par exemple, adresse email plus numéro de téléphone pour récolter un code unique. Donc ce code que la personne que tu veux faire signer reçoit sur son numéro de téléphone, c'est le code qu'elle va rentrer sur le mail qu'elle aura reçu pour contresigner son document, bail. Voilà. Et donc ça vaut signature, hein. C'est tout à fait légal et ça te fera gagner énormément de temps et d'argent. Ensuite, l'état des lieux d'entrée. Même principe, signature électronique. Il est recommandé d'avoir une signature contradictoire en face à face. Donc contradictoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne signe l'état des lieux, donc une personne le remplit, généralement le propriétaire. Donc elle dit, bah, là, ça c'est en bon état, ça c'est en état moyen, la peinture elle est toute neuve, ça a été repeint, la gazinière moyen, enfin bref, voilà, tout ça. Elle signe, et quand quelqu'un relit le document et contre-signe, c'est ce qu'on appelle une signature contradictoire. C'est-à-dire qu'elle peut venir ajouter des modifications au document en disant, bah voilà, moi j'ai remarqué que ça c'est pas vraiment comme ça, elle modifie et elle contre-signe. Mais c'est pas une obligation. Et moi, je pratique les deux. Des fois, je suis présent physiquement, donc je peux aller à l'état des lieux, et donc c'est une signature contradictoire, en face à face. Et des fois, je le fais pas, je le fais à distance. Là, par exemple, j'ai eu un état des lieux de sortie, je l'ai fait à distance en signature électronique. On a fait une visio pour faire le tour, et voilà. Donc, de toute façon, à distance, tu connais l'état actuel de ton bien, donc tu l'envoies en signature électronique, et il te le signe, ton candidat locataire, en même temps que la remise des clés, qui elle-même est faite par le même prestat qui aura fait la visite au préalable. Donc ça peut faire partie du package, hein. Tu dis à ton prestat que tu lui envoies les clés à lui, et qu'il y a une journée où il va faire les visites, et à un autre moment, quand tu auras choisi ton locataire, bah, il se rencardera pour remettre les clés. Voilà. Et c'est le moment où le candidat locataire doit contresigner son état des lieux d'entrée. Pas de signature d'état des lieux, pas de clé. Pour l'envoi des clés elles-mêmes à ton prestataire, bah, tu peux passer par Colissimo, hein, ça fera l'affaire.
Concernant les paiements, alors là c'est ultra simple, c'est juste une histoire d'organisation. Il suffit d'envoyer ton RIB par mail lors de l'accord de principe à la signature du bail. Donc le jour où tu confirmes à l'un des candidats locataires que tu l'as choisi lui et que lui il est toujours d'accord, bah, tu lui envoies le bail. Dans le document de signature du bail, tu inclus ton RIB. Comme ça, dès qu'il a contresigné, bah, dans son adresse mail, dans sa boîte mail, bah, il a le bail, comme ça il peut tout de suite faire le virement euh, de la, de, euh, pardon, de la caution. Voilà, je cherchais le mot, de la caution. Pour rappel, le bail n'est valable que si l'état des lieux d'entrée est contresigné. Donc on fait signer le bail, ensuite on reçoit le montant de la caution et le premier loyer par virement, puis on fait signer l'état des lieux. Pas d'argent sur le compte est égal à pas d'entrée dans les lieux. Ça c'est très simple. Donc tant que tu n'as pas reçu la caution et le premier mois, le prestataire ne remet pas les clés, même s'il y a signature de l'état des lieux. Pour la gestion courante, un simple canal de communication doit être installé dès le début. Il faut que ce soit toujours le même qui est utilisé, hein. Moi, j'aime bien les messages. Donc, mes locataires savent qu'ils peuvent me faire un texto. C'est le moyen le plus simple de me joindre. Un appel, c'est plus compliqué parce que je risque d'être déjà occupé. Donc, je ne vais pas répondre. Et c'est possible que j'oublie. Voilà. Et surtout, il n'y a pas de trace du besoin. Il n'y a pas de trace de la demande exacte du locataire. Donc moi je conseille toujours les textos. Dès le début je mets les choses d'accord, je dis moi vous pouvez me communiquer avec moi par texto. Il n'est pas certain que je vous réponde dans la minute, mais au moins il y a une trace et je l'oublie pas parce que je peux consulter mes messages non lus. Les emails c'est ok si tu préfères, mais il y a, enfin bon, voilà, t'as compris l'idée. Par texto tu restes plus souple, hein. Tu réponds quand tu peux faire passer des preuves d'un besoin, exemple des photos de quelque chose qui serait cassé, qui fonctionne plus, ou une dégradation, ou encore un relevé de compteur par exemple. Tu vois, ça me fait penser à une fois où j'ai mis un locataire en place et quelque chose comme 2 3 jours plus tard, il me fait un message, Mathieu, je suis désolé, j'ai l'impression que le bac à douche, l'appartement était neuf, hein, refait à neuf, il me dit le bac à douche est fissuré, il est cassé en fait. C'est un, c'est un bac extra plat en résine, enfin, j'achète toujours les mêmes. Et ça m'était jamais arrivé, donc je dis ah ouais quand même c'est bizarre et tout. Donc vraiment je lui dis ben, moi je suis pas sur place, envoyez-moi. Les travaux ont été finis très récemment, quelque chose comme 15 jours avant votre arrivée. Envoyez-moi des photos, le plus de photos possible, le plus de preuves, et aussi les conséquences, c'est-à-dire bah, s'il est fissuré, il doit y avoir de l'eau partout. Euh, donc bon bref, il m'envoie des photos et j'ai pu bah, tout simplement faire des captures d'écran que j'ai envoyées à, bah, à l'entreprise qui avait fait la salle de bain, qui avait fait toute la salle de bain, carrelage, douche, meubles vasques, etc. Et il m'a dit, bah écoute, ouais, c'est pas normal, c'est récent, de toute façon, tu as une garantie décennale sur les travaux, donc je reviens, je vais voir. Et suivant d'où provient le problème, on va voir qu'est-ce qui fonctionne. En démontant, donc moi je pensais que c'était mon assurance qui allait prendre en charge, mais en fait en démontant, l'entreprise s'est rendu compte que c'est eux qui avaient fait une erreur de pose, donc il a été génial. Enfin, il a été juste normal, on va dire. Mais c'est génial qu'il ait pu endosser la responsabilité parce que en gros, moi, ça m'a rien coûté. Et il est intervenu, je crois, allez, 2 jours plus tard, quoi. Mon locataire, il m'a fait un message le vendredi, le lundi. Il était dans les lieux, il était en train de. Bon, il a démonté tout ce qui avait été fait. Il a cassé enfin, il a démonté le bac euh, qui était fissuré. Et en le démontant, il s'est rendu compte qu'il y avait un pied qui n'avait pas été posé correctement. Donc forcément, avec le poids, ça l'a fissuré au milieu. Et il y a même de l'eau qui était passée, ça avait dégradé le sol, etc., le plafond du coup de l'appartement du dessous. Donc on a pu gérer. Mais en gros, voilà. Voilà, je sais plus pourquoi j'ai parlé de ça. Ah oui, parce que du coup, bah, les photos, c'est voilà, les messages ou les mails comme tu veux, mais les traces écrites, c'est toujours mieux pour les échanges avec tes locataires. Bref, la gestion courante, c'est easy. C'est pour la gestion du quotidien. Pour une gestion courante easy, il faut quand même de la transparence avec ton locataire. Donc pas de mytho, ni d'un côté ni de l'autre. Tes locataires sont des gens respectables et sûrement tout aussi intelligents que toi, donc il faut rester réglo avec eux. Et surtout, poser des règles dès le début. Comme ça, tout le monde connaît les règles du jeu
et personne ne sera surpris. Donc moi je donne les règles du jeu dès le début, je dis que c'est mieux de m'envoyer des textos et pas de m'appeler. Je leur dis qu'ils ont un budget de 100 euros par poste de dépense. Donc s'ils ont besoin d'une intervention d'urgence et que je réponds pas, bah, ils peuvent utiliser ces 100 euros dans les 24 heures. Exemple, il y a un problème d'électricité, il n'y a plus d'électricité dans l'appartement, je réponds pas au téléphone, je réponds pas aux messages. Bon, ben, ils ont le numéro de l'électricien qui a déjà intervenu dans le cahier enfin c'est une sorte de carnet de santé. Donc c'est le carnet de santé de l'appartement, il y a tout dedans, ils appellent le numéro, le gars il vient, il n'a pas besoin de mon accord de signature de devis, il sait qu'ils ont 100 euros tout de suite au minimum pour payer le déplacement, et si pour le reste de l'intervention, bah, il m'envoie un devis et je paye. Pareil pour la plomberie, pareil pour ce genre de choses, ils ont déjà des règles qui ont été établies dès le début en fait. Qu'est-ce que je voulais dire? La caution. Ah oui, donc du coup, la gestion courante, c'est plus simple de le faire comme ça, donc avec des règles dès le début et un maximum de transparence. Pas essayer de faire le propriétaire un peu hautain, qui c'est tout sur tout. Ça sert vraiment à rien. Moi, j'ai vraiment appris énormément en gestion de l'humain grâce à mes locataires. Parce que c'est de l'humain avant tout, hein. On gère des gens, on gère un besoin primaire qui est le besoin d'avoir un toit sur la tête, et donc de se loger eux, leurs compagnes, leurs compagnons et même leurs enfants pour certains de mes locataires. Donc du coup, il faut être hyper humain et hyper à l'écoute avec eux. Pareil, quand il y a des besoins de travaux, donc la gestion des travaux, bah, c'est simple, hein. Un texto, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, amène une preuve par photo, par exemple, ou une vidéo ou quoi, qui amène à déterminer la responsabilité et quelle assurance va être activée pour la responsabilité, qui amène à appeler une entreprise pour une intervention, qui amène à l'intervention et la situation, elle est réglée. Donc vraiment, c'est que des étapes, hein, la gestion des travaux quand on a de l'immobilier. Ensuite, il y a la fin de la location. Donc la fin de la location, c'est la même à l'envers, hein, c'est le même process qu'on a développé tout à l'heure. L'état des lieux de sortie en signature électronique à distance, toujours avec Rentila, hein, tu remplis l'état des lieux et puis tu l'envoies en signature électronique, puis restitution de la caution, ou non, ou en partie, peu importe, ça va dépendre, par virement. Donc là c'est pareil, pas de friction, pas de passage en physique, tu peux tout faire à distance. Les clés pourront soit être rendues à un prestataire, ou une agence si tu veux déléguer ça à une agence comme tu veux. Soit être renvoyé directement à toi en Colissimo. Moi généralement, quand c'est à distance, je fais envoyer en Colissimo. Les appels vidéo, je voulais préciser que les appels vidéo via WhatsApp, par exemple, permettront de faire la visite, la contre-visite de l'état des lieux de sortie à distance. C'est-à-dire que avant de l'envoyer, le mieux, c'est de caler un rendez-vous le jour de la date de sortie avec ton locataire et de le faire en vidéo si tu veux pas passer par un prestat. Voilà. Comme ça, après, le locataire, il te contresigne ça en signature électronique, il passe à la poste, il te l'envoie en colissimo dans une petite boîte, et basta, 2 jours plus tard, tu as tes clés. Évidemment, ça, c'est dans le cas où tout s'est bien passé avec ton locataire, qu'il n'y a pas eu de litige, etc. J'avoue que le départ d'un locataire, ça doit être un moment où on vérifie tout. On vérifie que tout va bien pour la future mise en location. Des choses peut-être changées dans l'appartement avant la mise en location pour le prochain locataire. Il y a des choses peut-être à réparer, à repeindre, etc. Donc être présent, c'est quand même un vrai plus si tu le peux, même si ce n'est pas le sujet de cet épisode et qu'un prestataire ou une agence fait très bien l'affaire. En conclusion, tu remarqueras que j'ai rien dit concernant les agences. Je n'ai pas d'avis à donner, ni positif ni négatif. Je pense que c'est surtout une histoire d'humain et de bonnes ou de mauvaises rencontres avec des professionnels de l'immobilier. Ce que je peux dire, c'est que la grande majorité des familles de propriétaires de fonciers, eux ne font rien par eux-mêmes, ils font gérer. Mais bizarrement, la grande majorité des petits propriétaires bailleurs comme moi, que je connais, eux, ceux qui ont entre, je sais pas moi, 10 et 25-30 lots, je dirais, eux, ils préfèrent gérer par eux-mêmes. Et c'est sûrement parce qu'ils veulent apprendre, à mon avis, mais c'est aussi une raison économique, ils veulent faire une économie sur la gestion. Et c'est devenu accessible grâce aux nouveaux systèmes de communication mis à disposition,
et aux nouvelles technologies. Et peut-être que comme moi, ils aiment bien ça en fait, faire la gestion, ils aiment bien l'être humain, et donc ça leur pose pas de problème de gérer ça. S'ils ont le temps, why not? Voilà, c'est tout pour l'épisode du jour. On va passer à la question que j'ai reçue sur l'Insta, qui est Chronique Imo Podcast. Je le rappelle au cas où tu as envie d'aller poser une question ou si tu as envie de voir des photos qui sont postées sur l'Insta qui viennent étoffer un peu plus les épisodes. Donc Michel qui nous dit, Michel 2LE, donc qui nous dit quel est le type de location et le type de bien les plus rentables? Une question un petit peu générale sur le type d'exploitation. Alors, le type de location, je pense que tu veux dire exploitation. Donc, exploitation, moi je dirais en numéro un évidemment, vient la courte durée, la location de courte durée. Parce que tu prends le loyer d'avance, il n'y a pas de risque d'impayé. Et puis, vu que tu loues que à la nuitée ou pour 2, 3 jours ou une semaine, c'est des périodes courtes, mais donc du coup, tu loues plus cher que pour un mois ou enfin un bail normal, quoi. T'as compris. Donc la location de courte durée, c'est ce qui va être normalement le plus rentable. Mais en réalité, il faut aussi calculer par rapport au taux de vacances locatives. Et est-ce que tu fais de la courte durée ou est-ce que tu fais du saisonnier? Donc la courte durée, c'est quand tu fais de la nuitée toute l'année. Et du saisonnier, c'est quand tu es vraiment focus sur une période de l'année, exemple l'été ou l'hiver, si tu es en piste de ski, etc. Euh, et pour la deuxième partie de ta question, c'est le type de bien. Alors le type de bien, je crois que les dernières études prouvent que c'est les T2, T3, les biens les plus rentables, et non pas les studios, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Moi, pour ma part, j'affectionne tout particulièrement les T3. Je trouve que c'est, en termes de prix moyen d'acquisition au mètre carré et prix de la location, c'est mes meilleurs investissements. Après, les T2 font très très bien l'affaire. C'est des biens qui sont très liquides, très recherchés aussi. Donc je dirais pareil, T2, T3 pour les biens les plus rentables et pour le type d'exploitation, location de courte durée. Et pour finir, on passe à la reco de la semaine. Reco qui est un livre que j'ai amené avec moi en vacances cette année. J'ai fait une petite sélection Amazon des livres qu'on m'avait moi-même recommandés. Et celui-ci, ça a été recommandé par un ami qui est multipropriétaire, quelqu'un de très intéressant que j'aimerais recevoir dans les épisodes aussi en interview bientôt. C'est un livre qui s'appelle Nos chers locataires, donc un livre de Jean Bigot. C'est un économiste du logement, qui est lui-même bailleur, multipropriétaire. Il a une fonction un petit peu particulière, il est président de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers, dans les Deux-Sèvres. Et Jean Bigot, il nous propose ce livre qui est vraiment une pépite pour moi, qu'il faut prendre vraiment comme il est, c'est-à-dire c'est un livre de témoignage en fait, de bailleurs privés. Donc, comment dire, évidemment, il faut y aller avec beaucoup de recul. C'est un livre qui fait un peu plus de 300 pages, je crois, et c'est que des témoignages. Et je trouve que c'est intéressant, même si tu es déjà bailleur, c'est pas du tout un livre que je conseille pour savoir si tu dois faire de l'investissement locatif ou pas. C'est un livre que je conseille pour avoir une vue d'ensemble, en fait, qui va te permettre d'étoffer tes connaissances en gestion de l'humain et en gestion du locataire. Avant de te quitter, je voulais te lire deux, deux avis qui sont sur Amazon concernant ce livre. Et du coup, ça va te permettre de comprendre à quel point il est clivant et, à mon avis, à quel point il est important. Donc, j'ai un premier commentaire de Davo. Un livre à avoir absolument avant de louer un logement. Bon, en réalité, je ne conseille pas vraiment de faire comme ça. Je suis bailleur depuis 35 ans. Alors que la grande majorité des locataires sont formidables, une minorité pourrit les relations entre les bailleurs et les locataires. Si j'avais lu ce livre il y a 35 ans, j'aurais compris le danger que peuvent représenter certains locataires. J'aurais pris mes précautions et j'aurais évité des galères innommables. Alors je recommande ce bouquin et je précise que pour l'avoir vécu, l'auteur n'exagère pas. J'ai lu le commentaire d'un monsieur qui n'avait pas aimé le livre et qu'il était mal écrit. Il s'attendait à lire un roman de Balzac.
Moi, je l'ai trouvé bien écrit et surtout très utile, et je remercie l'auteur d'avoir le courage de dire la vérité dans un pays où il est correct de casser du bailleur. Donc voilà, et évidemment, je vais prendre l'autre côté de l'autre face hein, de la pièce. Un commentaire de Alex. Un peu indécent. Témoignage sur les locataires indélicats. Certes, il y en a, mais cette complainte de vieux baby-boomers multipropriétaires est assez indécente, alors que les générations suivantes ont tellement de mal à se loger et à devenir propriétaires elles-mêmes. Si les bailleurs ne sont pas contents, ils peuvent toujours vendre. En plus, ce n'est pas très bien écrit. Donc c'était le premier commentaire, et en fait, le premier que j'ai lu, c'est la réponse un petit peu à celui-là. C'est l'autre face. Donc il y a les deux faces de la pièce concernant ce livre. Donc je le conseille réellement. C'est un livre qui s'appelle Nos chers locataires de Jean Bigot. Et quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique IMO. Salut!